Un télégramme classifié tomba, bref, au palais de Ouagadougou. Il imposait 70% et 48 heures, et en quelques lignes serrées, ramenait à la surface concessions minières, dettes extérieures accumulées et accords tacites hérités, comme si toute l'architecture du pays se refermait d'un coup, que représente pour une population entière une décision prise sous cette pression lorsque Ibrahim Traoré doit choisir entre respiration budgétaire immédiate et maîtrise durable de l'or, donc du travail et des communautés. Dans la nuit du Sahel, la souveraineté cessa d'être un mot et devint une ligne à tenir. Ce récit promet de suivre, pas à pas, comment une décision compressée dans le temps a déplacé des équilibres considérés comme immuables, et pourquoi ces effets dépassent largement un seul secteur économique. Il s'agit de comprendre ce qui se joue quand la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une suite de contraintes concrètes, mesurables, parfois coûteuses, mais potentiellement structurantes pour l'avenir collectif. L'enjeu est clair: saisir comment un choix opéré sous pression peut remodeler finances publiques, rapports régionaux et confiance sociale sans simplifier ni héroïser le processus. Derrière l'or, il y a des contrats, des dettes, des emplois, des routes logistiques et des dépendances invisibles qui pèsent sur la vie quotidienne. La question centrale n'est donc pas de savoir qui a gagné, mais ce que chacun risque ou protège lorsque la ligne est tracée. 70% exigés, 48 heures accordées, et une dette extérieure estimée à 5,6 milliards de dollars. Ces trois données suffisent à montrer que la séquence ne relevait pas d'une négociation ordinaire, mais d'un test de structure. Dès l'ouverture du dossier, il apparaissait que l'ultimatum n'avait pas pour seul objet l'or, mais la capacité même du Burkina Faso à décider sous contrainte. La pression temporelle servait de levier pour réactiver des équilibres anciens, longtemps acceptés faute d'alternatives crédibles. Le contexte éclaire cette mécanique. Depuis plusieurs années, le pays révisait progressivement ses contrats miniers, rapatriait une partie des bénéfices et renforçait la transparence autour des sites aurifères. Ces ajustements, perçus à l'extérieur comme marginaux, avaient pourtant commencé à modifier les flux internes et à inquiéter des acteurs habitués à des accords plus favorables. L'ultimatum condensait cette inquiétude en une demande brutale, conçue pour forcer un retour en arrière rapide. Dans cette phase initiale, Ibrahim Traoré n'intervint pas par déclaration publique, mais par méthode. Il exigea que chaque variable juridique, économique, géopolitique soit déconstruite avant toute réponse. Cette exigence transforma le moment en exercice d'analyse plutôt qu'en réaction instinctive. Elle permit de replacer la pression immédiate dans une chronologie plus longue faite de concessions héritées, d'exemptions fiscales et de dépendances logistiques. Autour de la table, les premières lectures convergèrent sur un point: céder les 70% aurait offert un soulagement comptable rapide, mais au prix d'un verrouillage durable des marges nationales. Refuser, à l'inverse, exposer le pays à des frictions diplomatiques et économiques immédiates. Le dilemme ne portait donc pas sur le courage ou la posture, mais sur la hiérarchisation du temps, court terme apaisé contre long terme maîtrisé. C'est dans cet intervalle resserré que la question initiale trouve sa réponse provisoire. La décision ne naît pas d'un geste symbolique, mais d'un calcul où la souveraineté se mesure déjà en chiffres, en délais et en conséquences anticipées. La scène se déplaça alors dans une petite salle devenue centre de gravité décisionnelle. Quatre figures y prirent place, non pour incarner des symboles, mais pour assembler le réel par fragments complémentaires. L'économiste, au ton posé, traduisait les chiffres en contraintes budgétaires concrètes. L'ingénieur des mines détaillait les concessions, les failles opérationnelles
et les risques de perte de contrôle technique. La juriste, formée localement, reconstituait la chronologie des clauses et des exemptions héritées. Le jeune officier, enfin, apportait des signaux de terrain, discrets mais déterminants. Leurs échanges révélèrent des effets précoces. À l'ouest du pays, certains sites apparaissaient vulnérables à des mouvements rapides d'entreprises étrangères, capables de transférer données et savoir-faire avant toute décision officielle. Ce constat imposait une logique d'anticipation, agir avant de répondre. En parallèle, l'économiste montrait que les ajustements engagés les années précédentes avaient déjà modifié les flux internes, créant une tension silencieuse avec des partenaires habitués à une stabilité asymétrique. La juriste souligna un point clé. Plusieurs clauses, longtemps considérées comme figées, pouvaient devenir des leviers si le pays choisissait de réaffirmer son contrôle. Ces options juridiques n'étaient ni spectaculaires ni immédiates, mais elles offraient une profondeur stratégique souvent absente des débats publics. L'officier compléta ce tableau en signalant des mouvements inhabituels près de zones minières sensibles, indice que d'autres acteurs anticipaient une réponse plus ferme qu'attendue. De cette convergence naquit une conclusion simple et lourde. Le temps jouait contre toute hésitation prolongée. Chaque heure sans décision réduisait la marge d'action opérationnelle. La souveraineté, ici, ne se discutait plus en principe, mais en capacité à fermer ou laisser ouvertes des brèches invisibles. Ainsi, tenir la ligne exige d'agir avant d'expliquer. La bascule ne commença pas par une annonce, mais par une série de gestes courts et ordonnés. Avant même que l'horloge du palais ne franchisse les premières heures du matin, un mot d'ordre circula dans les cercles restreints. Sécuriser avant de négocier. Ce passage du débat à l'action marqua une rupture nette avec les réflexes antérieurs. Là où l'on aurait attendu des échanges diplomatiques préalables, la priorité devint la maîtrise du terrain. L'activation fut rapide. Des instructions furent transmises pour verrouiller les sites stratégiques, suspendre certaines communications non protégées et sécuriser les convois liés à l'or. Chaque mesure visait à refermer une faille potentielle révélée par l'ultimatum. Il ne s'agissait pas encore de répondre aux exigences extérieures, mais de réduire la vulnérabilité interne. Cette logique traduisait une hiérarchie claire, sans contrôle opérationnel, aucune souveraineté n'était crédible. Le pic de tension survint quelques heures plus tard. Dans l'Ouest, des unités prirent ses positions sur plusieurs installations exploitées par des sociétés étrangères. Les autorisations furent révoquées, parfois dans la surprise la plus totale. Des ingénieurs tentèrent de joindre leurs sièges ou leurs ambassades. Les canaux restèrent muets. Pour éviter toute extraction de données ou transfert accéléré, certaines installations furent brièvement mises à l'arrêt technique. Un silence calculé s'installa, lourd de sens. À mesure que ces informations filtraient, le récit changea d'échelle. Des images circulèrent montrant des drapeaux nationaux flottant au-dessus de sites repris. Les radios locales relayèrent les faits avec prudence. Les marchés régionaux commencèrent à réagir, anticipant une reconfiguration durable des circuits miniers. Dans la rue, les conversations passèrent de la rumeur à l'observation attentive. La décision cessait d'être abstraite. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré apparut brièvement. Son intervention ne chercha ni l'emphase, ni la confrontation directe. Il rappela simplement que la dette ne pouvait dicter l'avenir de ceux qui devaient encore le construire. Ces mots, sobres, agirent comme un point de fixation. Ils donnèrent une cohérence publique à des actions déjà engagées dans l'ombre et validèrent, aux yeux de nombreux observateurs, la logique suivie depuis l'aube. Les répercussions ne tardèrent pas. À l'international, les appels diplomatiques se multiplièrent,
tandis que les cours de l'or connaissaient une hausse sensible, signe d'une nervosité accrue. Deux récits se dessinèrent aussitôt, celui d'une crise pour certains, celui d'un refus assumé pour d'autres. À l'intérieur du pays, des rassemblements spontanés apparurent en fin de journée, mêlant prudence et espoir. La séquence se referma par une conviction partagée au sommet de l'État. Le choix avait été fait, et chaque heure suivante en amplifierait les effets. Le premier repère quantifiable s'imposa comme un poids hérité. La dette extérieure du Burkina Faso atteignait environ 5,6 milliards de dollars, fruit de plus de 20 années de négociations asymétriques et de refinancements successifs. Ce chiffre constituait le socle du dilemme initial. Accepter l'ultimatum aurait permis une détente comptable rapide en allégeant certaines échéances. Mais ce soulagement immédiat reposait sur une contrepartie durable, la cession d'une part décisive du contrôle aurifère, donc d'une source structurelle de revenus futurs. Le chiffre, pris isolément, rassurait. Replacé dans le temps long, il enfermait. Le second indicateur concernait la production annuelle d'or, estimée autour de 85 tonnes. Cette donnée révélait l'ossature invisible de l'économie nationale. Au moment de l'ultimatum, près des deux tiers de cette production échappaient encore au contrôle direct de l'État, transitant par des concessions héritées et des circuits partiellement opaques. Le delta apparut dès les premières 24 heures, enfin 24 heures, suivant la reprise d'autorité sur plusieurs sites. Sans augmenter la production, la recentralisation administrative permettait déjà d'envisager une remontée progressive des recettes publiques. La variation ne relevait pas d'un miracle économique, mais d'un changement de gouvernance mesurable. Le troisième chiffre introduisait un paradoxe plus inconfortable. Les projections techniques anticipaient une contraction du PIB d'environ -3,2% sur la première année. Ce recul constituait le coût immédiat de la rupture. Pour un pays enclavé, dépendant de ses échanges extérieurs, qu'est ce delta négatif semblait confirmer les craintes des observateurs prudents. Pourtant, cette perte à court terme ouvrait une lecture différente. Elle correspondait au prix d'une réorganisation profonde des circuits économiques, condition préalable à une autonomie accrue. Le chiffre ne signalait pas un effondrement, mais une transition. Autour de ces trois pivots, d'autres données vinrent affiner la lecture. Les premières estimations internes évoquaient une hausse potentielle de 22% des recettes minières publiques sur le trimestre suivant la reprise opérationnelle des sites. Cette projection restait présentée avec retenue, car les flux demeuraient fragmentaires. L'essentiel ne résidait pas dans la précision, mais dans la direction. Pour la première fois, la trajectoire des revenus semblait répondre à une logique interne plutôt qu'à des transferts extérieurs prédéterminés. Un indicateur plus discret attira également l'attention. Sur 3 mois, la part des transactions effectuées en francs CFA diminua légèrement au profit de paiements bilatéraux ou locaux. Le glissement était modeste, mais il témoignait d'un changement de confiance progressive. Les conseillers y virent un signal silencieux, capable d'influencer la perception régionale du pays si la tendance se confirmait. Là encore, le delta importait plus que la valeur absolue. Pris ensemble, ces chiffres ne racontaient pas une victoire immédiate. Ils décrivaient une architecture en recomposition, où chaque variation devenait un indicateur stratégique. Pour Ibrahim Traoré, la lecture froide des données remplissait une fonction précise, offrir un langage commun pour arbitrer sous pression. La souveraineté cessait d'être abstraite, elle se mesurait désormais en écarche comptable, en délai assumé et en capacité réelle à absorber le choc. Deux lectures antagonistes s'imposèrent rapidement dans les jours qui suivirent.
La première, défendue par des analystes pragmatiques, reposait sur une inquiétude structurée. Selon eux, un État enclavé, historiquement dépendant d'alliances extérieures, ne pouvait absorber sans dommage un choc diplomatique aussi frontal. Il rappelait des précédents régionaux où la revendication d'une souveraineté minière avait conduit à des sanctions ciblées, à une spéculation accrue et, à terme, à un affaiblissement des capacités économiques internes. Leur raisonnement suivait une logique simple. Moins d'alliances signifiait plus de vulnérabilité dans un environnement international instable. La lecture opposée avançait une cohérence différente. Pour ses partisans, l'ultimatum exigeant 70% des réserves révélait un déséquilibre ancien, entretenu par des concessions successives. Accepter cette exigence aurait figé le pays dans une dépendance durable, annihilant les efforts de redressement engagés les années précédentes. Il s'appuyait sur les signaux observés dès les premières 24 heures, reprise d'autorité sur les sites, recentralisation des flux et première remontée de recettes publiques. À leurs yeux, le risque immédiat constituait le prix d'une libération structurelle. Entre ces deux pôles, une troisième approche tenta de dépasser l'affrontement binaire. Des universitaires et observateurs indépendants proposèrent de lire la situation comme une expérience grandeur nature. Elle testait non seulement la capacité d'un État à refuser une contrainte, mais aussi la solidité d'un modèle économique régional hérité. La réaction internationale, mêlant recalibrage diplomatique et nervosité des marchés, indiquait déjà que la décision du Burkina Faso touchait un point sensible des équilibres établis. La réponse à ces arguments ne prit pas la forme d'un discours idéologique. Elle s'appuya sur les données accumulées et sur la séquence observée. Les coûts à court terme étaient réels et assumés, mais la cession exigée aurait fermé, de manière quasi irréversible, toute possibilité de redéfinir les marges nationales. Dans cette lecture, le calcul ne portait pas sur l'absence de risque, mais sur le choix du risque jugé soutenable. Ainsi, le débat ne désignait ni vainqueur ni vaincu. Il mettait en lumière une rationalité concurrente, chacune adossée à des faits. La décision finale, portée par Ibrahim Traoré, se situait précisément à cette intersection. Accepter une fragilité immédiate pour préserver une capacité d'action future. Le test n'était pas seulement politique, il était structurel. Derrière la décision nationale apparaissait un élément tenu à l'écart du regard public. Dans les jours qui suivirent avec l'ultimatum, un protocole discret lia le Burkina Faso à deux autres pays du Sahel autour d'un principe simple, la défense concertée des ressources stratégiques. Cet accord, rapidement désigné comme le bouclier AES, ne créait pas ex nihilo un nouveau rapport de force. Il révélait une coordination déjà en gestation, accélérée par la pression extérieure. Pour Ibrahim Traoré, ce point médian changeait l'échelle de lecture. La souveraineté cessait d'être une trajectoire isolée exposée à l'usure diplomatique. Elle devenait le noyau d'un ensemble régional capable d'absorber collectivement les chocs. La mutualisation portait autant sur la sécurisation des sites que sur le signal politique envoyé. Toute tentative de contrainte sur l'un résonnerait désormais sur plusieurs. Les effets symboliques furent immédiats. À Bamako et à Niamey, des messages de soutien circulèrent, relayés par des radios et des réseaux civiques. Le récit quittait le registre d'une crise nationale pour entrer dans celui d'une recomposition régionale. Cette bascule modifiait les calculs extérieurs, sans discours tonitruant ni proclamation formelle. Le midpoint n'ajoutait pas un fait spectaculaire. Il révélait la structure cachée qui rendait la décision initiale soutenable. La ligne tenue à Ouagadougou s'inscrivait désormais dans un maillage plus large, où la souveraineté se protégeait par l'alignement, non par l'isolement.
Les effets du bouclier AES ne se manifestèrent pas par un choc unique, mais par une série d'ondes concentriques qui redéfinirent progressivement la position du Burkina Faso. Chaque cercle d'impact révélait une dynamique spécifique, toute reliée à la décision initiale assumée par Ibrahim Traoré. Dans les milieux académiques et les cercles non alignés, le pays devint rapidement un cas d'étude. Des chercheurs africains et internationaux analysèrent donc la cohérence entre rupture politique et méthode opérationnelle. Ils observèrent que la stratégie burkinabé ne cherchait pas l'isolement, mais une autonomie mesurable, fondée sur des leviers juridiques, administratifs et régionaux. Des collectifs de la diaspora lancèrent sur des initiatives éducatives et analytiques, voyant dans cette séquence une tentative rare de concilier souveraineté et gouvernance pragmatique. Le Burkina Faso passait du statut de terrain périphérique à celui de laboratoire observé. Du côté du secteur privé, les réactions furent contrastées. Certaines entreprises occidentales gelèrent temporairement leurs opérations, craignant un effet domino de nationalisation partielle dans la région. À l'inverse, des consortiums asiatiques et africains explorèrent des partenariats fondés sur la copropriété et le transfert technologique jusque-là marginaux. Ce glissement indiquait que le marché ne condamnait pas mécaniquement la décision. Il cherchait à évaluer si la ligne suivie pouvait produire un environnement plus stable à moyen terme, adossé à une reprise d'autorité sur les concessions minières. Au niveau de la population, les effets prirent une forme plus diffuse mais tout aussi significative. Dans les villes, comme dans les zones rurales, un sentiment d'implication nouvelle émergea. Les jeunes s'orientèrent davantage vers les formations liées aux mines, à la logistique et au numérique. Les enseignants intégrèrent les réformes économiques nationales dans leurs cours comme étude de cas sans mythification. Les premières données faisaient état d'une légère baisse de l'émigration, fragile mais révélatrice d'un regain de confiance. La figure d'Ibrahim Traoré, sans omniprésence discursive, et apparaissait comme un catalyseur d'un mouvement collectif plutôt que comme un centre exclusif. À l'échelle internationale, enfin, les conséquences furent en mineur plus lisibles. En 6 mois, les flux d'or transitant par certains ports ouest-africains diminuèrent d'environ 15%, conséquence directe de la recentralisation et des contrôles renforcés. Des banques régionales commencèrent à étudier l'idée d'un fonds souverain africain commun, auparavant jugé irréaliste. Tandis que certaines chancelleries occidentales observaient cette recomposition avec prudence, plusieurs capitales africaines y voyaient un précédent ouvrant le champ des possibles. Pris ensemble, ces quatre cercles dessinaient une conclusion nette. La décision initiale n'avait pas seulement répondu à un ultimatum, elle avait enclenché une bascule structurelle où souveraineté économique, alliance régionale et perception internationale se réorganisaient simultanément. Le Burkina Faso devenait, volontairement ou non, un point de référence pour comprendre les équilibres futurs du Sahel. À mesure que la séquence se stabilisait, les équipes d'Ouagadougou cessèrent de raisonner en termes d'événements pour adopter une lecture prospective. Il ne s'agissait plus de prédire l'avenir, mais de cartographier des marges de manœuvre réalistes à horizon de 6 à 12 mois à partir des données déjà observées. 3 scénarios furent ainsi formulés, chacun cohérent, sans extrapolation extérieure. Le scénario de base, souvent résumé par l'expression tenir la ligne, reposait sur une consolidation progressive. Dans cette hypothèse, la coordination régionale du bouclier AES se maintiendrait sans élargissement rapide. La gestion des sites miniers gagnerait en stabilité administrative,
tandis que de nouveaux partenariats avanceraient avec prudence. La croissance resterait lente, contrainte par la réorganisation logistique et financière, mais elle éviterait le décrochage. L'État ne gagnerait pas immédiatement, mais il préserverait l'essentiel, le contrôle de ses leviers. Le scénario optimiste, qualifié par certains d'effet d'entraînement régional, supposait une dynamique plus large. D'autres États du Sahel décideraient de mutualiser certaines infrastructures, d'harmoniser leurs cadres douaniers et de cofinancer des projets énergétiques communs. Des initiatives financières régionales, encore expérimentales, commenceraient à soutenir les échanges. Dans ce cas, la décision initiale cesserait d'être une exception pour devenir un modèle émergent capable de réduire collectivement les vulnérabilités. Le scénario pessimiste, parfois décrit comme la crête étroite, envisageait une intensification des pressions extérieures, des sanctions ciblées, des retards logistiques et une spéculation accrue compliqueraient la gestion quotidienne. L'inflation pèserait sur les ménages et certains partenaires suspendraient leurs engagements. La cohésion interne serait alors mise à l'épreuve, chaque erreur réduisant encore la marge d'action. Face à ces trajectoires, une règle de navigation s'imposait: penser chaque décision non en termes de gains immédiats, mais de résilience à 12 mois. Ce principe invitait à mesurer ce qui pouvait être préservé autant que ce qui pouvait être obtenu. Pour saisir pleinement la portée de cette séquence, il faut quitter les cercles institutionnels et observer comment trois espaces de la vie collective absorbent, chacun à leur manière, les effets de la décision initiale. Ces espaces ne réagissent pas avec la même intensité, mais ils participent ensemble à la stabilisation, ou non, de la trajectoire engagée. Dans les foyers et la vie quotidienne, la crise se traduisit d'abord par une vigilance accrue. Les familles suivirent de plus près les annonces publiques, cherchant à comprendre pourquoi certaines décisions impliquaient des efforts temporaires. Les discussions de quartier intégrèrent progressivement des notions économiques autrefois lointaines: dette, ressources, dépendance extérieure. Cette appropriation restait modeste, mais elle marquait un changement de posture. Les affaires publiques n'étaient plus perçues comme un spectacle lointain, mais comme un bien commun affectant directement les conditions de vie. Chez les travailleurs et les professionnels, l'impact fut plus contrasté. Certains secteurs liés aux mines, à la logistique ou au numérique virent émerger de nouvelles perspectives, nourries par la reprise d'autorité et les besoins de compétences locales. D'autres activités, plus dépendantes des circuits extérieurs, ressentirent la pression d'une transition exigeante. Une interrogation commune s'imposa pourtant: comment transformer cette période d'incertitude en amélioration durable? La réponse esquissée passait par la formation technique et la montée en compétences locales, perçues comme des leviers concrets de réduction de la dépendance. Dans la société civile et les espaces collectifs, enfin, la situation devint un objet d'analyse méthodique. Associations, universités et cercles citoyens organisèrent débats et échanges autour de la souveraineté, de la cohérence des réformes et du rôle possible d'un État africain dans un système mondial instable. Ces discussions ne cherchaient ni l'adhésion aveugle ni la contestation systématique. Elles construisaient un espace où prudence et espoir pouvaient coexister. À la croisée de ces trois groupes, une conclusion s'imposait progressivement. Personne n'était simple spectateur. Chacun contribuait à son échelle à la capacité du pays à tenir la ligne dans la durée. La phase suivante exigeait une méthode explicite. Ibrahim Traoré demanda que chaque axe d'action soit assigné, mesurable et inscrit dans le temps, afin d'éviter que la souveraineté ne repose sur l'intuition ou l'élan du moment.
La première priorité porta sur la sécurisation intégrale des sites miniers. Des unités mixtes armées-gendarmerie furent déployées en continu avec un indicateur unique de suivi, l'absence de fuites non autorisées dans les rapports mensuels. La simplicité de la mesure instaurait une discipline durable. Vint ensuite la réforme fiscale et contractuelle. Le ministère de l'économie réexamina les concessions existantes en introduisant des clauses de transparence, d'équité et de redistribution locale. Les bilans trimestriels servaient de jalon, non pour célébrer, mais pour corriger. L'objectif consistait à aligner la valeur produite sur l'intérêt national sans rompre brutalement les chaînes opérationnelles. Le troisième axe concernait la numérisation des échanges. La Banque centrale pilota un déploiement progressif de paiements interconnectés au réseau africain selon un calendrier en phase. L'efficacité se mesurait à la part croissante des transactions locales, évaluées chaque trimestre, afin de réduire l'exposition aux frictions externes. Parallèlement, un effort d'éducation économique fut engagé. Des modules pédagogiques expliquant dettes, ressources et flux commerciaux furent diffusés sur 12 mois, puis intégrés au cursus. L'indicateur clé n'était pas l'audience immédiate, mais l'adoption institutionnelle. Enfin, la coopération horizontale guida la diplomatie. Chaque accord africain incluait un tableau de suivi semestriel liant engagement et bénéfices réciproques. Cette exigence visait à réduire la dépendance structurelle. À travers ces 5 axes, la logique demeurait constante. Transformer une rupture politique en stabilité opérationnelle par des actes clairs, datés et évaluables. La souveraineté devenait une pratique vérifiable. Un an après l'ultimatum, les visages aperçus dans la petite salle devenue centre de crise réapparurent dans un espace ouvert, presque ordinaire. L'économiste au ton posé échangeait avec des étudiants. L'ingénieur des mines parcourait un site désormais sous contrôle public. La juriste relisait des clauses devenues effectives. Le jeune officier observait en retrait une situation stabilisée. Leur présence rappelait que la première réponse à la pression extérieure n'avait pas été un geste héroïque, mais un travail méthodique né d'une inquiétude maîtrisée. Sur une estrade simple, Ibrahim Traoré prit la parole sans emphase. Il ne retraça pas les heures de tension ni les appels restés sans réponse. Il évoqua plutôt le chemin parcouru depuis le moment où un télégramme avait semblé réduire l'avenir du pays à un choix impossible. Son propos soulignait une idée constante. La résistance n'était pas une fin, mais un moyen pour réapprendre à construire avec cohérence. La phrase centrale fut brève, presque austère. Elle rappelait que protéger ce qui appartient collectivement exige moins de slogans que de constance. Dans la foule, l'écoute était calme. Ni célébration excessive, ni triomphalisme. Une fierté contenue, nourrie par le sentiment d'avoir tenu sans se perdre. Ce retour au motif initial renforçait une évidence. Le pays n'avait pas avancé par miracle, mais par alignement entre décisions, institutions et société. La souveraineté s'était incarnée dans des gestes répétés, parfois discrets mais cohérents. Ainsi, tenir la ligne fut un choix partagé. À mesure que la tension immédiate s'éloignait, un constat s'imposa lentement dans l'ensemble de la société. L'histoire, écrite au fil de cette crise, n'appartenait ni à un seul dirigeant, ni à un cercle restreint de décideurs. Elle se prolongeait désormais dans des gestes ordinaires, des choix professionnels, des discussions familiales et des débats publics. La souveraineté cessait d'être un événement pour devenir un processus, exigeant attention et continuité. Dans les marchés, les écoles et les espaces civiques, une même intuition circulait. Comprendre les mécanismes économiques, questionner les décisions et participer aux échanges n'était plus un luxe réservé aux spécialistes.
C'était une condition minimale pour préserver la cohérence acquise. Cette dynamique ne demandait ni mobilisation spectaculaire, ni adhésion inconditionnelle, mais une vigilance partagée capable d'éviter les retours en arrière silencieux. Pour Ibrahim Traoré, cette phase importait autant que la précédente. La solidité d'une décision se mesure moins à son impact initial qu'à sa capacité à être portée, corrigée et assumée dans la durée. La souveraineté ne se décrète pas une fois pour toutes. Elle se cultive, se discute et se protège par des choix répétés. Rien n'est dit figé. Les trajectoires restent ouvertes. La question demeure alors simple et exigeante. Quelle place chacun souhaite-t-il prendre dans cette construction collective en mouvement?